Autre grande sculpture, là aussi de la jeunesse de Michel-Ange, c'est la Vierge à l'escalier. Alors cette Vierge à l'escalier, regardez la taille de la Vierge avec l'enfant Jésus, ici entre son bras gauche et sur sa jambe, et vous voyez que cet escalier est à peine esquissé. Et pourtant, on a ce sentiment de profondeur, de perspective. C'est ce que l'on appelle la technique du schiacciato. C'est une technique qui est à la fois en léger relief, très léger, et cette technique, on la doit justement, encore une fois, à Donatello, le méplat. C'est un léger méplat. Vous voyez que la Vierge ressort légèrement et que l'escalier encore un petit peu moins, jusqu'à aboutir à très très peu de profondeur dans l'ensemble de cette scène. Donc voilà le sujet, encore une fois, qui sera souvent repris sous l'activité artistique de Michel-Ange, c'est la Vierge à l'enfant. Il aura de cesse toute sa vie durant d'être tiraillé entre deux émotions contradictoires, à la fois la tendresse de cette mère qu'il a perdue très jeune, et puis en même temps de cette passion, de ces tourments que Jésus lui-même transfigure à travers sa passion et à travers son sacrifice. Michel-Ange résume vraiment toute sa vie durant ces deux sentiments qui vont le tirailler dans des tourments et qui vont se révéler surtout dans ses sculptures, mais également dans les peintures et les fresques qu'il va réaliser. Alors justement, on parlait précédemment de cet engouement, de cette réflexion sur les antiques, de cette collection de Laurent le Magnifique. Justement, il va rentrer à la cour de Laurent le Magnifique, dans le Palazzo Medici Riccardi, qui se trouve à côté du couvent San Marco à Florence. Et vous avez sur cette illustration que l'on doit à Ottavio Vanini, Laurent le Magnifique assis parmi les artistes. C'est une œuvre, vous voyez, de 1635 qui se trouve au Palazzo Pitti de Florence. Que voit-on ? Nous voyons Laurent le Magnifique en position centrale, avec à gauche quelques grands artistes, des jeunes artistes. Alors vous avez Botticelli, on verra également Lippi, qui sera l'un des artistes les plus importants de cette époque. Et puis à droite, c'est ce jeune garçon qui nous intéresse, c'est le jeune Michel-Ange, qui est en train de présenter à Laurent le Magnifique une étude, vous voyez, d'une tête d'un faune en marbre. Et Laurent le Magnifique est subjugué par le talent de ce jeune garçon. Je vous rappelle qu'il a à peu près 15 ans lorsqu'il est attribué à la cour de Laurent, et donc Laurent va le protéger à tel point qu'il y aura des rivalités internes à ces jeunes artistes, et qu'un jour il y a une bagarre qui va éclater entre Michel-Ange et un autre jeune artiste, et Michel-Ange d'être on va dire toute sa vie marquée par cette bagarre, il aura le nez cassé. Voilà pourquoi il ne se considérait pas comme quelqu'un de beau, et que cette beauté, il va essayer de la trouver dans la sculpture et dans la peinture toute sa vie. Alors Laurent le Magnifique va mourir en 1492, et pour Michel-Ange, c'est une véritable déchirure. Il était un peu comme son père de substitution. Il y a d'ailleurs eu un contrat, une paternité qui a été passée entre Lodovico, le père biologique de Michel-Ange, et Laurent le Magnifique, et donc il perd véritablement un père des arts. Et le fils de Laurent le Magnifique, Pierre, n'aura pas le même sentiment vis-à-vis de Michel-Ange, et va rapidement se défaire de ce jeune prodige pour justement quitter Florence par la suite. Alors, comme on l'a vu précédemment, il va baigner dans la cour de Laurent le Magnifique dans une ambiance très philosophique. C'est l'humanisme. Cet humanisme à Florence, il peut se résumer à travers ces trois philosophes que vous avez maintenant sous les yeux, tirés d'un détail de Ghirlandaio représentant l'ange apparaissant à Zaccaria. Nous avons ici de gauche à droite Marcille Ficin, Cristoforo Landino et surtout Ange Policien. Et on pourrait rajouter Pic de la Mirandole. Voilà tous ces grands philosophes, cet humanisme dans lequel va baigner Michel-Ange. C'est ce que l'on appelle le néoplatonisme. Donc une référence à Platon, le monde des idées, le concept même. Et ce néoplatonisme va avoir une
conséquence vraiment très importante dans la réflexion même du jeune Michel-Ange. Alors c'est une fresque, vous voyez, qui se trouve à Santa Maria Novella de Florence. Alors ces néoplatoniciens vont attirer à lui évidemment ce jeune Michel-Ange qui va trouver refuge également dans une église. Cette église, c'est Santo Spirito, et là il va se lier d'amitié avec le chanoine de cette église qui va lui permettre d'avoir accès à des cadavres. À cette époque-là, fin du XVe siècle, il est interdit par l'église de faire de l'anatomie, en tout cas d'aller voir les cadavres, de les disséquer, et donc ce chanoine va l'autoriser de façon tout à fait exceptionnelle, et c'est ainsi que le jeune Michel-Ange va véritablement apprendre le corps humain, intérieur et extérieur. Et pour remercier ce chanoine, il va réaliser de ses propres mains le crucifix que vous avez à gauche, magnifiquement représenté. Vous voyez ce Christ qui est complètement nu. Et là, Michel-Ange, évidemment, reprend les textes les plus anciens, les textes vraiment d'origine, où on apprend que le Christ a été déshabillé et qu'on a même joué sa tunique au dé. Et vous voyez qu'il va utiliser du bois, souvent c'est du bois de tilleul qu'il utilise, beaucoup plus facile à travailler. Et je vous laisse apprécier évidemment tout le talent de ce jeune garçon, encore une fois, qui a à peine 15 ans lorsqu'il réalise ce petit chef-d'œuvre qui se trouve actuellement donc à la basilique Santo Spirito de Florence. À droite, vous avez un autre crucifix, toujours en bois de tilleul, 1495, qui lui est attribué à Michel-Ange. On a d'ailleurs ainsi plusieurs crucifix qui n'ont pas tous la paternité officielle de Michel-Ange et où les spécialistes sont toujours en discussion pour savoir si ces crucifix sont de la main même de Michel-Ange. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il a quand même cette réflexion sur la passion du Christ, sur le pardon et tous ces sentiments qui seront évidemment très importants dans toute la carrière de Michel-Ange. Alors Michel-Ange va partir de Florence pour aller tenter sa chance dans l'autre grande ville très importante qui est Bologne. Alors à Bologne, il va rencontrer l'un des grands mécènes, c'est Aldrovandi. Aldrovandi qui va le protéger, qui va évidemment lui donner un chantier assez important pour ce jeune garçon, c'est la décoration de l'arche de Saint-Dominique. Alors vous avez le corps d'ailleurs du fondateur de l'ordre des Dominicains qui est enterré dans cette église qui se trouve à Bologne donc. Et pour cette arche colossale, il va réaliser des sculptures. Voici l'une de ces sculptures qui représente un ange. Nous sommes dans les années 1494. Nous sommes dans la basilique San Domenico de Bologne et on retrouve déjà le traitement de ces mouvements, de cette expression du visage, le traitement des cheveux, regardez le réalisme également des ailes. Et vous voyez que cet ange est un porte-torchère et qu'il est représenté avec beaucoup de détails également dans le drapé. Pour cette arche, il va réaliser également deux autres sculptures. Là, vous avez à gauche Saint Pétrone, à droite, vous avez Saint Procule. Vous voyez que ce sont des petites sculptures et qu'il va à la fois utiliser un seul bloc de marbre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver également dans toute sa carrière. Et vous avez donc, avec Saint Pétrone, une représentation de la ville de Bologne qui est un peu l'équivalent du Manhattan actuel. Bologne, à cette époque-là, c'est une ville de tours, un peu comme San Gimignano. Et ces tours, évidemment, symbolisent la puissance de ces familles qui sont présentes sur place. Et puis à droite, Saint Procule, regardez ce visage juvénile, regardez la pose de ce jeune garçon. Elle n'est pas sans rappeler la pose qu'il utilisera quelques années plus tard seulement avec son fameux David. Regardez le visage, regardez la position de sa main gauche. Bref, on n'est pas loin justement de ce dessin qu'on retrouvera sous les traits du géant de ce David.